Bienvenue à vous tous et merci de votre fidélité à Télé 50. Je suis vraiment heureux de vous présenter ce numéro spécial de l'invité qui se base spécialement sur le droit. Si vous êtes juriste justement ou étudiant en droit, ce numéro va énormément vous intéresser. On va parler du droit des affaires, quelle importance, quel débouché et justement quelle particularité avec deux invités de marque. Un invité se trouve au niveau du Canada. Il va nous rejoindre incessamment et un autre qui est avec nous. Bonjour, Maître André Ochicha. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous allez bien? Oui, ça va. Voilà, on va parler avec vous du droit des affaires. C'est un domaine qui existe de manière un peu éparse ici au Congo. Vous êtes, je vais vous présenter rapidement, vous êtes avocat inscrit au barreau de Kinshasa, Matete, et avocat collaborateur du cabinet d'avocats de Maître Daniel Djidi Njongambolo Oonge. Alors j'aimerais savoir d'entrée de jeu, quelles études avez-vous faites? L'étude faite, oui. Généralement, lorsqu'on est avocat, c'est qu'avant de devenir avocat, vous devez d'abord faire le droit. Ça, c'est certain. Il faut d'abord faire le droit et donc faire le droit pendant 5 ans. G1, G2, G3 et puis première licence et deuxième licence. C'est après cela que vous passez à d'autres tests pour intégrer le barreau. Bah, pourquoi j'ai posé cette question? Parce qu'on va parler d'une spécialisation dans une branche de droit avec le professeur Daniel. Je crois qu'il est déjà en ligne avec nous, voilà, depuis le Québec, au Canada particulièrement. Et vous, ici à Kinshasa, vous commenterez un tout petit peu quelques sujets en rapport avec cela. J'aimerais savoir aussi, est-ce que l'éthique et la déontologie ne vous interdit pas de parler de spécialisation et de formation, notamment ce que vous êtes en train d'offrir très bientôt aux Congolais? Non, non. L'éthique et déontologie nous interdit de faire des choses comme la publicité de l'avocat. Mais comprenez qu'ici, je viens J'ai venu parler d'une formation. Voilà, c'est au nom de la affaires. science. Au nom de la science, c'est vrai que je suis avocat et cela, vous ne pouvez pas me le nier. Donc, je suis avocat. Donc, vous ne serez pas seul. En plus de vous, il y a le professeur Daniel Djidi Njongambolo que je vais présenter rapidement avant de le prendre. Serrez votre ceinture parce que le CV est un peu long. Il est professeur des universités, avocat d'affaires et chercheur associé au Centre de droit des affaires et du commerce international de la faculté de droit de l'Université Montréal. En 2017, il a été professeur associé à l'Université catholique du Congo et professeur de droit des affaires à l'Université de Djibouti. Le professeur Daniel a un doctorat en droit des affaires de la faculté de droit de l'Université de Montréal après un cursus universitaire de base effectué en France. Je vais ajouter d'autres présentations. Je vous prends rapidement, monsieur le professeur. Bonjour, monsieur le professeur. Bienvenue à vous. Et comment vous portez-vous bien? Bonjour monsieur le journaliste, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Écoutez, je tiens à vous remercier pour l'invitation que vous m'avez lancée afin de participer à cette émission. Écoutez, je me porte très bien par la grâce du Tout-Puissant, malgré cette pandémie qui frappe l'humanité. Merci, merci monsieur le professeur. Vous êtes docteur en droit des affaires, une branche qui n'est pas encore donnée de manière unique et uniforme au Congo. Deux questions à la fois. Quelle est l'importance et la particularité de ce droit? Quelle importance et quelle particularité de ce droit? D'abord, avant de répondre à cette question sur l'importance du droit des affaires, et de sa particularité, eh bien, j'aimerais revenir très brièvement là sur le fait que le droit des affaires n'est pas enseigné dans nos universités. Cela ne signifie pas que le droit des affaires n'existe pas au Congo. Alors, par définition, le droit des affaires est un ensemble de règles juridiques qui régissent, comme je le disais, le monde des affaires, la pratique des affaires. D'accord? Alors, les affaires, c'est un terme générique qui concerne, en fait, qui regroupe l'ensemble des activités économiques. Donc, oui. On a par exemple, pour ce qui est justement des activités économiques, on peut les classer en 5 catégories. Donc, 5 catégories.
les commerçants, donc c'est-à-dire les personnes qui exercent le commerce à titre habituel et qui font de la spéculation, donc achat, vente, etc. Nous avons les artisans, donc les gens qui, grâce à leur intelligence, arrivent à produire des produits justement pour pouvoir les vendre. Donc ce sont des gens qui ne sont pas vraiment dans la spéculation parce que ils fabriquent, en fait, ils utilisent leur tête et leurs mains pour pouvoir produire. Alors, ce sont des artisans, mais c'est une catégorie qu'on peut, enfin, c'est une activité économique qui peut être catégorisée comme telle. Et nous avons les artistes. Les artistes sont aussi des acteurs économiques qui, grâce à leur tête, arrivent à produire des œuvres qui peuvent être commercialisées. Donc là aussi, c'est une catégorie. Nous avons les professions libérales. Les professions libérales, ce sont par exemple des avocats, des médecins, des ingénieurs. Ce sont là encore des acteurs économiques qui, grâce à leurs prestations intellectuelles, arrivent à contribuer au développement économique d'un pays. On peut aussi parler de la catégorie des sociétés, là, pour ce qui est vraiment de la catégorie là, des activités économiques, c'est-à-dire des activités économiques qui sont exercées par des personnes morales et sous forme de société. Donc, c'est important pour les opérateurs économiques de connaître les différentes règles qui s'appliquent à leur secteur d'activité, car une violation de droit des règles en matière des affaires peut conduire à des sanctions sur le plan de droit pénal des affaires. Là encore, une notion qui est assez complexe et qui est encore très spécialisée. On en parlera probablement après, oui. Mais j'aimerais qu'on revienne à cette question, professeur. C'est quoi la particularité de ce droit? Alors, pour ce qui est de la particularité de ce droit, si vous voulez, c'est un droit très technique. Je dirais que ici, le profil des candidats pour ce qui est des Master 2 en droit des affaires, on va plus chercher des candidats qui ont un profil en droit, enfin en management, un profil en gestion. C'est des étudiants qui sortent des écoles de commerce. Et si c'est des juristes, ce sont des juristes qui sortent des facultés de droit et de gestion et donc qui ont eu à faire un cursus droit, économie, management, enfin marketing, etc. et qui ont des notions des comptabilités. Donc ce sont ces gens-là qui intègrent ce type de master. Donc c'est vraiment très technique. Alors qu'un juriste pur dur, c'est quelqu'un qui va avoir du mal à suivre ce type de formation-là. Donc un juriste en droit des affaires, c'est un juriste forcément interdisciplinaire. Il a, on va dire, un profil interdisciplinaire. C'est-à-dire que il est à la fois c'est quelqu'un qui doit être capable d'interpréter, de lire les états financiers, par exemple dans une opération de cession d'entreprise. Eh bien là, le juriste d'affaires est capable de lire c'est quelqu'un qui a des notions de commerce financier de l'entreprise, apprécier les états financiers pour pouvoir mieux négocier et représenter son client. Lorsque vous faites des opérations de cession, enfin de fusion-acquisition, c'est la même chose. On doit être capable d'aller analyser les impacts sur le plan financier, sur le plan fiscal, etc., pour mieux conseiller le client. Donc c'est un juriste qui a un parcours, on va dire, interdisciplinaire à la base. Donc voilà, c'est un droit vraiment très technique. C'est un peu ça la particularité du droit des affaires. On est en train de présenter ce droit comme des gens qui font le conseil en orientation. Donc, je voudrais savoir aussi, professeur, quels sont les débouchés de ce droit? Eh bien, un juriste qui a terminé, qui a un master en droit des affaires ou qui a un doctorat spécialisé comme moi en droit des affaires, eh bien, écoutez, il peut être avocat d'affaires. Si c'est juste arrêté en master 2, il peut être avocat d'affaires. Pour pouvoir mieux conseiller et représenter ses clients dans le monde des affaires. Donc, déjà, il a un intérêt pour le monde des affaires, pour pouvoir aller faire le droit des affaires, donc, justement. Et il peut aussi, si vous voulez,
travailler dans un cabinet d'expertise comptable comme juriste en droit de société, et il sera comme un poisson dans l'eau parce qu'il sera capable de lire les états financiers, la comptabilité, les bilans, etc. Donc il peut également devenir dirigeant d'une grande société, une société cotée en bourse, une grande société, une société d'envergure là qui a des activités très importantes, donc il peut devenir un grand dirigeant d'entreprise. On aimerait connaître un peu votre motivation, monsieur le professeur. Vous avez décidé d'offrir une formation sur l'excellence en droit destinée aux étudiants en droit, justement, aux avocats, aux juges et même aux enseignants. Qu'est-ce qui vous motive particulièrement? Évidemment, la motivation, bien, deux éléments m'ont poussé à pouvoir proposer l'initiative de former en fait le monde du droit chez nous à acquérir un certain nombre de techniques internationales qui permettent de rendre les travaux en droit acceptables sur le plan international. Donc, premier élément de motivation, évidemment, c'est d'abord le contexte. Okay? Alors, le contexte, c'est celui du coronavirus. Donc, on a vu que cette pandémie, évidemment, nous a appris beaucoup de leçons, notamment sur l'avenir de l'économie. Donc, le travail s'est beaucoup réorganisé en ce temps de pandémie. Voilà. Les commerces qui nécessitent, si vous voulez, la présence physique des clients, ont dû fermer leurs portes pour éviter la propagation du virus. Alors, les acteurs, évidemment, ceux qui sont dans ce secteur-là, ont connu une chute de revenus très importante. Il y en a même qui ont fermé. Alors que les prestations intellectuelles n'ont pas été très affectées par cette pandémie parce que les gens ont continué à travailler à distance. Donc, c'est ça qui se prête vraiment lorsqu'il y a une catastrophe comme le coronavirus. Et on peut le dire que ce n'est pas la dernière catastrophe que la Terre va connaître. Donc, aujourd'hui, on essaye de pouvoir, on va dire, rentabiliser ou essayer de prendre pour acquis qu'il y aura encore des catastrophes et que le travail à distance, c'est quand même quelque chose qui a montré des bonnes choses, et surtout pour les prestations intellectuelles. Donc c'est très important de comprendre que avec la révolution, nous sommes dans la révolution, on va dire, numérique, et je m'excuse, je suis dans mon bureau et puis c'est l'été ici, il fait un peu chaud au Canada. Il fait chaud, donc voilà, je transpire un peu. Okay. Et alors, avec la révolution numérique, technologique, et bien, le travail à distance, c'est quelque chose qui va mieux s'adapter. Donc, il y a des données qui démontrent, qui prouvent en ce moment que les prestations intellectuelles n'ont pas été très affectées et au contraire, les personnes qui offrent ce type de service ont vu leurs revenus augmenter, contrairement à la catégorie de services où on nécessite la présence physique. Alors, maintenant, l'avenir est vraiment basé sur une économie de services, de prestations intellectuelles, l'économie du savoir justement. Et quelle est la place du Congo et de l'Afrique dans tout ça? Donc nous devons absolument travailler pour renforcer nos compétences, pour renforcer nos capacités, pour pouvoir offrir des prestations intellectuelles de haut niveau qui peuvent concurrencer toute autre société ou firme internationale dans ce domaine-là. Deuxième élément est lié à mon statut. Vous l'avez bien dit, j'ai été évalué par les étudiants de la faculté de droit de l'Université de Montréal comme meilleur enseignant pour ce qui est des prestations des cours de la session d'automne, c'est-à-dire entre septembre et décembre 2020. J'ai également obtenu ce même titre à l'Université de Djibouti. Donc je me suis dit
que c'est important de pouvoir partager les meilleures pratiques possibles dans ce domaine-là. Je suis chercheur associé au Centre de droit des affaires et du commerce international de la faculté de l'Université de Montréal. Donc, il y a des techniques et de savoir-faire qui sont reconnus sur le plan international, qui peuvent être partagés avec les compatriotes. Alors, c'est ça qui me motive aussi, c'est de dire, nous ne pouvons pas attendre tout de l'État. Donc, il faut absolument que les initiatives privées d'excellence apportent quelque chose au pays. Donc, chacun dans son domaine peut apporter un savoir-faire, quelque chose qui peut renforcer nos capacités sur le plan interne. Oui, c'est vrai, professeur. Vous avez été reconnu justement meilleur enseignant à l'Université de Montréal dans le cadre du cours de développement des habiletés du juriste. Je voudrais vous poser l'avant-dernière question. En quoi va consister cette formation? Justement, cette formation consiste à offrir des techniques internationales pour pouvoir renforcer, si vous voulez, la prestation de services dans le monde juridique, donc pour que nos travaux soient reconnus sur le plan international, pour que nous puissions avoir plus de crédibilité. Donc il y a des techniques qui existent sur le plan scientifique et qui peuvent aider les acteurs du monde du droit à pouvoir s'exprimer à l'international de manière acceptable. Donc, et par exemple, si vous êtes enseignant, donc là, vous pouvez bénéficier de techniques, les meilleures techniques possibles en termes d'enseignement, qui vont renforcer la formation de nos futurs cadres. Oui, ça c'est votre cotation. Et si vous êtes chercheur, là encore, il y a des techniques qui vont vous aider à améliorer votre façon de travailler, de faire de la recherche, ce qui va donner plus la crédibilité à vos travaux sur le plan international. Si vous êtes avocat, juge, juriste, etc., donc là aussi, il y a des techniques qui permettent d'atteindre l'excellence et de pouvoir concurrencer, comme je le disais, le marché international. Donc c'est vraiment important de pouvoir acquérir ces compétences-là. Alors concrètement, la formation se déroule à distance, c'est-à-dire les personnes inscrites pour la session qui démarre en septembre, de septembre à novembre, vont pouvoir se déplacer au cabinet pour leur éviter justement de dépenser de l'argent en termes de mégas, etc. Il y aura un écran et moi j'interviendrai pour donner des cours magistraux. La formation sera une fois par semaine, les places sont limitées, donc on aura 4 groupes par session de 15 personnes par groupe et il y aura des cours magistraux, il y aura des exemples des travaux qui seront remis aux participants pour qu'ils puissent s'en inspirer, il y aura des sujets qui seront remis aux participants et qui seront corrigés à la fin et il y aura des rencontres individuelles pour que je puisse m'assurer que les participants ont maîtrisé toutes les techniques qui ont été proposées selon le volet qu'ils auront choisi et évidemment m'assurer que les travaux, la rédaction avance très bien. Donc à la fin, il y aura une attestation qui sera délivrée aux participants, ce qui est un gage de qualité car c'est une formation qui est assurée par moi-même. Donc j'ai fait mes preuves ici à l'étranger. Et je pense, comme je l'ai dit tantôt, ça me motive de venir partager avec vous ce que je sais faire, ce qui est reconnu sur le plan international. Ça nous intéresse. La formation est d'une durée de 3 mois et les personnes qui ne peuvent pas commencer cette session, eh bien, elles peuvent s'inscrire pour la session suivante, c'est-à-dire à partir de janvier, ainsi de suite. Donc, je pense que ça sera l'occasion également pour les participants, si vous voulez, de faire connaissance avec le djihadisme juridique. Le djihadisme juridique, c'est la doctrine, c'est ma doctrine. C'est-à-dire que cette doctrine définit le droit autrement. Le droit
comme les gens qui ont commencé les études en première année, on leur a dit que le droit était, sa définition est toujours valable, est un ensemble des règles qui régissent la vie en société. D'accord? Ce n'est pas faux. Alors, maintenant, lorsque vous avez un économiste qui maîtrise, on va dire, qui a fait des cours de droit commercial, donc il connaît les règles de droit commercial. Certainement. Est-ce que c'est pour autant que cet économiste-là est juriste? Non, il n'est pas juriste. Donc, il sait que ce sont des règles qui existent, qui réglementent ce secteur d'activité-là. Mais il n'a pas la casquette de juriste. Alors qu'un juriste qui, lui, a fait un cursus universitaire en droit, il a eu sa licence, sa maîtrise, son master, doctorat, etc., il a l'autorité pour parler en droit. Il est juriste, il a la casquette de juriste. Mais pourquoi on va s'arrêter à une définition qui dit que le droit est tout simplement un ensemble de règles? Parce que toute personne qui peut lire, on va dire, le code civil peut se dire bon, qu'elle connaît les règles qui régissent la vie de particuliers, etc., en société. Comme le journaliste. Alors, j'ai trouvé que c'était un peu... il y a quelque chose qui manque là, parce que le droit est une discipline. Quelqu'un qui fait des études en droit, eh bien, il a un cursus, il a une étiquette, il a une casquette de juriste, et ce qui le différencie d'un économiste. Alors voilà, le djihadisme intervient pour expliquer que le droit est une science technique argumentative. On parle de l'idée que le droit est une discipline, donc vous allez à l'université, vous avez la casquette de juriste, eh bien, il y a une définition qui décrit réellement cette réalité-là, pour dire que le droit est une science technique argumentative, et la maîtrise de techniques propres à cette discipline permet de pouvoir défendre une opinion de la manière la plus manière la plus intelligible et la plus convaincante possible, peu importe la situation. D'accord? Donc, voilà, lors de cette formation, eh bien, les participants vont découvrir quelques fondamentaux de cette doctrine que je nomme le djihadisme juridique, donc qui porte mon nom justement. Alors, je trouve que c'est intéressant de suivre la formation que je propose pour acquérir justement les mêmes compétences qui sont reconnues sur le plan international. Merci, monsieur le professeur. Bien que vous avez été long, je vous pose quand même cette dernière question avant de vous reprendre. Maître André Ochisha, vous allez compléter le professeur. Alors, on va parler un peu de ces petits peuples qui n'ont pas le moyen de s'offrir vos services. Votre cabinet s'occupe du droit des affaires. Vous êtes également dans la fiscalité, immigration d'affaires. Quelle place accordez-vous aux petits peuples? Est-ce que votre cabinet peut s'occuper également ou s'occupe-t-il d'autres questions juridiques? En effet, je suis conscient que nos compatriotes n'ont pas tous les moyens de payer les services d'un avocat. Je suis très conscient et c'est pour ça que j'ai décidé de pouvoir offrir un service de conseil et des consultations, enfin d'orientation, un service gratuit de conseil d'orientation à toutes les personnes qui n'ont pas forcément les moyens de payer les services d'un avocat. Donc, ce sont des gens qui peuvent se déplacer au cabinet pour pouvoir bénéficier de ces services-là. Maître André Ochisha, qui est mieux placé pour vous donner plus de détails par rapport à ce programme-là. Et voilà, c'est important. J'ai trouvé que c'était important de pouvoir, au-delà du droit des affaires, des matières très techniques, mais aussi des questions qui intéressent la population et pour lesquelles on peut intervenir pour aider selon ce qu'on peut, selon les moyens dont on dispose. Et puis, c'est important de pouvoir partager, de pouvoir aider les autres. Maître André, c'est une formation à distance, on en a bien conscience. Le professeur la donnera à partir, ou l'assurera à partir du Québec. Ici à Kinshasa, où est-ce que les gens vont commencer à se rencontrer? Oui, merci. Comment ça va se passer concrètement ici au pays? Merci, monsieur le journaliste. Exactement, comme le prof venait de le dire, la formation va se dérouler. Le prof sera
à distance, c'est-à-dire il n'est pas ici. Mais comme il vous a dit, il y a notre adresse que je vais donner là tout à l'heure. Il y a le cabinet sur Nyangwe-Mouchi, croisement Nyangwe-Mouchi, donc derrière le Palais du Peuple. Cela, je crois que vous aurez, nous allons vous faire le plaisir de visiter et voir nos installations, comment elles sont. Donc c'est là que nous allons recevoir les gens. Ceux qui viennent pour la formation, et pour leurs inscriptions et consorts, je crois l'adresse physique est là, mais n'empêche que quelqu'un qui veut appeler par nos numéros pour qu'on lui donne plus de détails. Justement, je vous donnerai cette occasion de donner probablement le numéro. Alors, on va parler des modalités d'inscription, de la durée et du coût. Il me semble que vous voulez aider les gens puisque cette formation coûte trop cher ailleurs, en France, en Europe, aux États-Unis. Donc, quelles sont les modalités et combien coûte-t-elle? Exactement. La formation sur l'excellence qu'organise monsieur le professeur Daniel Djedi Djongambolo Ongé. L'auteur du djihadisme juridique. Voilà, l'auteur du djihadisme coûte $300. $300 que nous prenons à titre, je crois, à titre de logistique. Puisque, comme vous le savez, pour recevoir une telle expertise à l'international, les gens vous payent pas moins de $10 000. Et le bénévolat, ça c'est la dernière question parce qu'on vient de me signaler que nous avons largement dépassé le temps. Ouais. Comment vous allez faire pour ce service de bénévolat dont a parlé le professeur tout à l'heure et quand est-ce que ce service va débuter? Le bénévolat, en fait, le cabinet s'est organisé pour offrir ces services-là aux bénévolats et ils peuvent passer au cabinet chaque vendredi de 9h à 15h. Le cabinet est là, il y a un service qui va le recevoir, ils vont poser leurs problèmes sans problème, c'est-à-dire comme nous appelons en droit prodéo. On le fait gratos, c'est-à-dire ils ne payent rien, ils viennent seulement, ils posent leurs problèmes et à défaut, on leur donne des solutions. Rapidement, parce que c'est la fin déjà. Vous avez donné le contact, si c'est possible. Le contact, le numéro du cabinet, c'est le 089 159 26 28. Voilà. Merci, monsieur le professeur, de votre temps que vous nous avez accordé et d'avoir accepté de répondre à toutes nos questions. Écoutez, c'est moi qui vous remercie. Je remercie également tous ceux qui nous ont suivis chez eux. Et voilà. Merci à vous également, Maître André Oshicha, de votre collaboration. C'est moi qui vous remercie. C'est par ici que je mets un terme à cette mission. Nous nous retrouverons sans doute au prochain numéro.